Bienvenue sur le quatrième numéro des Critiques d'Enzo, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma en ce dimanche soir, en ce 1er mars. On va parler de deux films que j'ai pu découvrir cette semaine en avant-première. Et on va revenir ensemble sur les Césars. Je vous ai fait une petite vidéo où on parlait des pronostics des Césars. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de la cérémonie en tant que telle. Et on parlera de certains résultats qui m'ont un peu déplu. Mais je crois ne pas être le seul un peu énervé ou un peu déçu par ces résultats des Césars. Et on reviendra comme d'habitude en fin d'émission sur les sorties de la semaine avec trois grosses sorties, en vrai quatre grosses sorties cette semaine, donc ça va être plutôt intéressant. Mais moi je me suis dit qu'on allait commencer directement par parler des Césars parce que c'est vraiment le sujet principal hein, clairement qui nous anime cette semaine. On a parlé des pronostics des Césars et là je voulais revenir avec vous un peu sur les résultats, sur la cérémonie parce qu'on a eu une très bonne cérémonie. On a eu vraiment une excellente cérémonie par Benjamin Laverne qui a été un maître de cérémonie hyper cool, hyper intéressant. J'ai eu peur au début, hein. Je me suis dit, ouf, ça peut vite vriller vers le cringe de faire Jim Carrey. Alors, c'est sûr, la cérémonie tourne tout le long autour de Jim Carrey. C'est très chiant. Ça, c'est un vrai truc. On a un vrai problème en France. C'est cette sensation d'être en dessous des Américains. Et donc, dès qu'on a un Américain dans la salle, dès qu'on a des Américains nommés, on en reparlera ça un peu plus tard, mais il faut les mettre en avant. Faut les mettre en avant et montrer qu'ils sont meilleurs que nous. Alors que non, juste il y a Jim Carrey qui est là, qui a un César d'honneur, et bah ton César d'honneur, fais-le passer comme un César d'honneur, c'est tout. Pourquoi passer ta soirée à parler de Jim Carrey? C'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bon, ça a amené des sketchs très cool, principalement avec Curtis, la voix française de Jim Carrey, mais aussi le sketch d'ouverture de Benjamin Laverne qui est assez cool, qui reprend un peu la thématique de chaque film, donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'était une très bonne cérémonie. Niveau sketch, il y a eu celui d'Alison Wheeler qui est fantastique, hein. Alison Wheeler, de toute façon, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Voyez Avignon, comédie qu'elle avait dont elle joue avec Le Caplin. Ils jouent ensemble dans le film et ça marche extrêmement bien, Vignon. C'est vraiment une très bonne comédie française. On a eu Camille Cotin qui a eu un discours très fort pour commencer la cérémonie, discours très important où elle revient sur l'exception culturelle française, cette idée d'avoir un système français un peu unique, d'idée de donc qui est basé sur l'idée d'aller au cinéma et donc de financer les nouveaux films. Même si vous allez voir Marvel, vous allez financer les nouveaux films français et c'est quelque chose d'extrêmement important en France, même si l'extrême droite sont en train de taper sur les réseaux parce qu'elle a eu le malheur de dire ça et donc les gens sont en mode oui mais moi je vais pas financer des films de gauchos. Ah, l'extrême droite, hein, on n'en peut plus en ce moment, mais bon, hein, le cinéma est politique, elle l'a encore montré juste ici, Camille Cotin, et toute la cérémonie a été politique parce qu'on a eu un discours de Farahani, donc Golshifteh Farahani, donc actrice que j'adore, actrice qui a été absolument géniale dans Alpha, actrice très engagée politiquement, et surtout pour la cause des femmes en Iran. Et elle a mis bien sûr en avant Un simple accident qui était dans la catégorie qu'elle venait présenter, donc du scénario original. Elle a mis en avant Un simple accident de Jafar Panahi, qui en fait aurait dû gagner, hein, même si c'était pas mon pronostic, même si ça me faisait chier qu'un film non français gagne dans cette cérémonie. Bah pour le coup, après le discours de Farahani, bah forcément t'avais qu'une envie, c'était que le film de Panahi gagne pour le message politique, pour ce que ça transmettait. Bien sûr, c'était extrêmement gênant parce que le gagnant a été Dubosc avec Un ours dans le Jura. Alors, pas gênant parce que Dubosc gagne, pas du tout, vraiment pas du tout. Juste, le film et Dubosc sont basés sur de la comédie, sur de l'humour. Après le discours aussi important qu'était le discours de Golshifteh Farahani, waouh, ça fait un peu bizarre de passer du tout au tout. C'était un moment extrêmement gênant. Vraiment, j'ai vécu le moment live très bizarrement parce que j'ai trouvé ça vraiment très gênant. Et c'est pas de leur faute. C'est ni de la faute de Dubosc, ni de la faute de Farahani, ni de la faute des académies, enfin de l'Académie des Césars. Je sais même pas s'ils étaient au courant qu'elle allait faire cette introduction en parlant en parlant des femmes iraniennes et du combat qui est mené actuellement en Iran. Mais waouh, c'est vrai que le moment entre les deux est un peu gênant malheureusement. Euh, mais, euh, mais c'est pas tout, hein. On a eu beaucoup de. Enfin, c'était pas le seul débat. Je sais qu'il y a eu Pierre Lotin qui a pu gagner meilleur acteur second rôle pour l'étranger, qui a eu aussi un discours sur l'Iran, qui a eu un discours après en backstage sur la Palestine, comme si le mot palestinien était un peu. Palestinien-Ukraine était bloqué de la cérémonie de l'année dernière. Elle était basée sur l'Ukraine où on a fait que de citer l'Ukraine.
cette année, l'Ukraine n'a pas été citée une seule fois et encore pire, la Palestine n'a pas été citée une seule fois aussi, à part par Perlotin, mais après en backstage, dans des interviews sur des médias indépendants. Donc, enfin, j'ai pas tout compris pourquoi, comme si c'était des mots bannis, ce que je doute. Mais vraiment, c'était très très bizarre. Et si on parle un peu des résultats, j'ai été très très nul, hein. J'ai fait 8 bons résultats sur 21 que j'avais pronostiqués. En tout, il y avait 24 catégories, si je me trompe pas, avec les courts-métrages que j'ai pas pronostiqués. Mais sur les 21 catégories que j'ai pronostiquées, j'ai fait 8 bons résultats. J'espère que mes résultats seront un peu plus intéressants sur les Oscars quand même, parce que vraiment, là, c'est pas du tout intéressant. Ce que j'ai noté aussi principalement, moi, c'est le suçage des Américains. Vraiment, j'en parlais avec Jim Carrey. Mais pour moi, donner le César de la meilleure réalisation à Richard Linklater pour un film qui est pas forcément très aimé parce que vraiment, Nouvelle Vague, c'est nul. Pourquoi j'aime pas Nouvelle Vague? C'est parce que le film donne le message de Godard, le message du cinéma, de la création personnelle, ce message. Enfin, il y a un vrai message qui est le message de Godard et le film fait tout l'inverse. Tout l'inverse. On rappelle que c'est un film qui a été nommé dans les effets spéciaux, dans les effets visuels, parce qu'ils ont rajouté des voitures des années 60 en post-prod. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est contradictoire avec le message que Godard a laissé au cinéma, avec le message que le film laisse, parce que c'est censé être un hommage à Godard. J'ai plus l'impression que c'est une insulte à Godard. Je reviens à ce que j'ai dit, je n'ai jamais vu de film de Godard. Juste, je me suis intéressé un peu à sa personne, à ses interviews, à ce que les gens racontent de Godard. Et le film, même hors ça, hein, même si on ne connaît pas Godard et qu'on ne connaît pas son cinéma, le film te donne un message qui est tout l'inverse de la réalisation. Et en fait, ce n'est pas possible. Et vraiment, moi, c'est pour ça que j'aime pas Nouvelle Vague. Et de le voir remporter la meilleure réalisation, donc du suçage vraiment bien américain de Richard Linklater, parce que c'est l'américain qui fait un film français, hommage au vieux cinéma français. Déjà, voilà, c'est l'hommage, on reviendra là-dessus, mais ça m'a rendu fou. Parce que en face dans cette catégorie-là, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais prendre la fiche devant les yeux, mais en face pour la meilleure réalisation, il y avait Karine Tardieu pour L'attachement, il y avait Dominique Moll pour Dossier 137, il y avait Stéphane de Moustier pour L'inconnu de la Grande Arche. Hein, Stéphane de Moustier qui a quasiment rien gagné pour L'inconnu de la Grande Arche, à part des prix techniques, ça m'a rendu fou. Pareil pour Dossier 137, je crois, qui a très 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 peu gagné de prix hors meilleure actrice et quelques prix techniques. Et dans la meilleure réalisation, il y avait aussi Afsi Herzi de La Petite Dernière. Pour La Petite Dernière. Je ne comprends pas pourquoi on a récompensé l'américain. Il y a 2 femmes à récompenser, 2 femmes, dont une qui a fait un travail qui est très très intéressant de réalisation sur La Petite Dernière. Karine Tardieu, je suis un peu moins fan, on va parler de L'attachement juste après. Il y a 2 excellents réalisateurs qui sont peut-être les meilleurs réalisateurs actuellement en activité dans le circuit français, avec Dominique Moll pour 2637 et Stéphane de Moustier pour L'inconnu de la Grande Arche. Pourquoi on récompense Richard Linklater avec son film de merde? Et j'ai l'impression que c'est juste du suçage américain pour dire « Oh, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique ». On n'a pas besoin de l'Amérique en France. On a un système de cinéma qui est vertueux. On a un cinéma français de qualité. On a des acteurs de qualité. On a tout de qualité. Et c'est vraiment hyper énervant de voir cet autosuçage. Enfin, cet autosuçage, non. On suce les Américains. C'est pas de l'autosuçage pour le coup. C'est, voilà, on fait la petite courbette à l'Amérique parce que les Américains viennent en France quand même. Il faut les respecter. Non, 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 il faut pas les respecter. Enfin, non, non. Moi, ça me fait penser au moment où Simple comme Sylvain a gagné le César. Peut-être que depuis tout à l'heure je dis Oscar, je sais pas, j'espère pas. Mais Simple comme Sylvain a gagné le César du film étranger, alors que Nolan était dans la salle pour Oppenheimer. Bah, il avait le César d'honneur, mais il y avait Oppenheimer qui était dans cette catégorie-là. Bah, c'est hilarant de mettre des gros doigts d'honneur comme ça aux Américains. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a des meilleurs films, pourquoi on le dit pas? Alors j'adore Oppenheimer, donc c'est le mauvais exemple, mais waouh, putain, Nouvelle Vague, c'est peut-être le film le plus bas. Enfin, je pense que je déteste encore plus L'attachement que Nouvelle Vague en termes de qualité. Parce que L'attachement, j'ai vraiment été déçu quand il y a 30 minutes qui sont d'une exceptionnelle. Enfin, qui sont d'une qualité exceptionnelle et qu'ensuite le film se casse la gueule complètement, c'est vraiment, vraiment hardcore. Mais putain, t'as 3 films qui sont excellents. T'as 3 réalisateurs et réalisatrices qui sont excellents dans cette catégorie et donc tu choisis Richard Linklater. Pas que je critique la carrière de réalisateur de Richard Linklater, loin de ça. Juste, la réalisation de Nouvelle Vague est pas bien. Enfin, en tout cas, le film est pas bien et donc pourquoi récompenser Linklater pour ce film-là? Enfin, c'est vraiment le suçage de l'Amérique. Et parlons de, pour moi, l'autre grosse blague de l'année, notre Coda
français. Notre Parce que Coda, c'était quand même une sacrée blague quand ils ont remporté les Oscars, l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation, je crois, et qu'ils ont gagné les 2 Coda, qui est La Famille Bélier, version américaine pour Apple TV. Nous, c'est L'attachement. C'est L'attachement qui, qui est pas un bon film. Enfin, moi, L'attachement, vraiment, je suis énervé contre L'attachement parce que c'est un bon film les 30 premières minutes et comme je vous ai dit, après ça se casse la gueule, ça insulte le spectateur qui s'attendait à une histoire qui est totalement différente de ce triangle amoureux. Pourquoi revenir sur un triangle amoureux alors qu'on a une histoire de deuil qui est absolument magnifique, une façon de raconter cette histoire d'amour hors le côté ils sont amoureux, ah ils sont amoureux, ah ils couchent ensemble. Non, hors ce côté-là, vraiment dans ce côté affection, maman de substitution, grand-mère peut-être de substitution. Enfin bref, il y a un vrai truc à raconter avec l'attachement qui est bâclé dès les 30 premières minutes du film. Et c'est tellement triste parce que les gens restent bloqués sur cette idée d'avoir 30 excellentes minutes de l'attachement où on chiale et après le reste, ils s'en foutent complet. Donc je trouve ça bien triste. Et vraiment de voir que l'attachement a remporté le prix du meilleur film, bah ça me fait chier quand à côté il y a Dossier 137 qui a la petite dernière. Alors déjà je vais me réjouir d'un truc, c'est que ce soit pas un film étranger qui a pris le meilleur film, que ce soit un simple accident de Jafar Panahi qui est pour moi pas forcément qui est pas forcément un très bon film qui a des bonnes choses, mais qui en globalité soit pas excellent. Et heureusement, c'est pas Nouvelle Vague, mais putain, l'attachement, quoi. L'attachement, alors qu'on a 2637 et la petite dernière, et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas L'inconnu de la Grande Arche dans cette catégorie. Mais de toute façon, il y a des films qui se sont fait bouder, donc voilà. Les gros points positifs pour moi, c'est Léa Drucker pour 2637 qui mérite amplement. Il n'y avait aucun monde où c'était l'inverse. On a eu quoi d'autre d'intéressant? Enfin, on a eu beaucoup de choses pour 2637 qui fait quand même un peu plaisir. Arco qui a une vraie bonne exposition dans cette cérémonie-là. Donc ça fait toujours plaisir. Et là, c'est mon côté chauvin qui parle. Mais le chant des forêts pour les Vosges, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est avant tout un film vosgien et c'est chez moi. Donc ça fait toujours plaisir de parler de ce qu'on connaît et de voir des films qui parlent de ce qu'on connaît, avec quoi on a pu grandir, hein, euh, cette forêt juste à côté de chez moi qui est extrêmement jolie. Donc ça fait toujours plaisir, il faut absolument que je voie le film parce que c'est quand même triste qu'un film vosgien gagne des Césars et que je n'ai pas vu ce film vosgien parce que c'est un documentaire que j'ai pas eu, pas le courage, mais l'envie d'y aller. Il faut vraiment que je trouve du temps soit pour aller au cinéma, soit pour le découvrir à la maison. C'est tout pour les Césars, on va du coup profiter pour parler des films. Et le premier film qu'on va parler aujourd'hui, ça va être Les Cadors de Jérémy Ferrari. Thibaut InShape, je suis choqué carrément comment t'es gaulé, frère, n'importe quoi. Ah, c'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo, ma puce. Je peux savoir pourquoi on est dans un hammam? On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. C'était un film que j'ai découvert en avant-première, c'était vendredi après-midi, et en vrai, au début, je voulais pas y aller. Puis je me suis dit, oh Enzo, il y a Jérémy Ferrari quand même qui vient, quoi. C'est un humoriste que j'aime beaucoup, c'est de l'humour que j'aime beaucoup, c'est tellement mon humour, l'humour de Ferrari. En plus de ça, sur l'affiche, il y a Laura Felpin et Éric Judor qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Et fin de compte, j'ai passé un excellent moment devant les cadors. Ça sortira le 11 mars 2026, donc ça sort dans 2 semaines. Et c'était un vrai bon moment, c'est une vraie bonne comédie. Et c'est dommage parce que l'affiche est dégueulasse, parce que le nom est dégueulasse. Alors les Cadors, je pense que ça fait référence au... Donc c'est un film qui parle de quelqu'un qui pense être le fils de Kadhafi et qui du coup va rechercher une journaliste dans le désert grâce à l'aide de personnes qu'il rencontre, donc, dont Laura Felpin et Éric Judor, qui sont un peu des aides pour aller là-bas, retrouver cette journaliste pour savoir si oui ou non il est vraiment le fils de Kadhafi. Et du coup, les Cadors, pour moi, ça rappelle les Kadhafi d'or, les pièces de Kadhafi. Mais le nom est nul à chier, l'affiche est pas très jolie. Et c'est dommage parce que j'ai juste peur que le film se fasse détruire par la promo. J'ai juste peur qu'à cause de la promo, le film ne trouve pas son public en salle, alors que c'est une excellente comédie, c'est une vraie bonne comédie. Et c'est toujours compliqué pour moi de noter les comédies parce que indirectement dans ma tête,
je le sous-note. Je le sais extrêmement bien que je sous-note les comédies parce que j'ai toujours du mal. Mais là, c'est une comédie qui a su me parler, qui a su me montrer qu'en fait, Ferrari ne faisait pas n'importe quoi avec le cinéma et respectait le médium qu'est le cinéma. Et pour moi, c'est le plus important, c'est que j'ai vécu cette avant-première donc avec Jérémy Ferrari qui est venu parler de son amour du cinéma. Et pour moi, c'était une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues ce jour-là. Et j'ai fait des avant-premières avec Albert Dupontel, où c'était très intéressant, avec Afsi Herzi et Fatima Das, qui ont présenté la petite dernière. J'ai pu voir aussi Jérôme Commandeur pour son dernier film. Mais là, Jérémy Ferrari, j'ai pris une claque parce que j'ai vu quelqu'un qui était passionné et qui avait envie de faire de grandes choses, qui a mis sa vie entre parenthèses pour ce film. Et ça se sent qu'il aime le cinéma, ça se sent qu'il avait beaucoup, beaucoup de choses à dire dans ce film, ou en tout cas des blagues à dire. Il avait un thème qui lui tenait à cœur, il avait envie de tourner autour de ça et vraiment développer un film autour de ça. Et en fait, il parle de son amour du cinéma, de l'implication d'avoir des gens qui viennent au cinéma et pourquoi dans son film il a mis extrêmement qu'il a voulu vraiment mettre en avant la qualité de l'image en plus de la qualité des blagues et de la comédie pour inviter les gens à aller au cinéma. Et il le dit en fait, c'est ce qui est hyper intéressant. En gros, il nous a dit avant le film, euh, moi quand j'ai commencé à faire le film, on me parlait que des blagues, que du scénario, que des acteurs que j'allais avoir, on me parlait jamais de l'image. Et il avait l'impression qu'il faisait un film de commande. Et en fait, il a direct stoppé les gens en mode, je veux que visuellement ça suit. Et spoiler, ça suit. Ça suit vraiment visuellement, c'est extrêmement joli. Les décors qui sont filmés sont très très jolis. La façon dont il va mettre en avant ses personnages, la façon dont il va les filmer, la façon dont il va filmer ce chien qui est un élément très 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 important du film, bah, c'est extrêmement bien filmé. Il y a des idées de réalisation qui marchent extrêmement bien. Pareil, moi je trouve ça hyper intéressant, mais en avant-première, j'ai l'impression qu'il l'a fait un peu partout. Il a rappelé à quel point le réalisateur, c'est pas celui qui tient la caméra et quel est vraiment le rôle d'un réalisateur sur un set. Il a une idée, il décrit son idée et ses techniciens qui vont l'accompagner vont faire cette idée-là, vont rendre visuelle cette idée qu'il a mentale. Et en fait, il parle de tout ça parce qu'il parle des techniciens qui l'ont accompagné. Il a pris le monteur de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est pas non plus n'importe qui est quand même un grand, grand monteur du cinéma français. Il a pris l'ingénieur du son d'Amélie Poulain parce que c'est un son qu'il trouve très important. Il a pris le meilleur dans chaque catégorie et ça se sent parce que le film a une vraie patte de cinéma, il a une vraie idée. Pourquoi aller le voir au cinéma? Bah, je le comprends. Il a parlé, par exemple, premier truc qu'il a fait quand il est arrivé, c'est qu'il a parlé dans une des premières questions, il a parlé du format scope. Il a parlé du format scope, cette idée d'avoir tout l'écran qui est pris de vouloir absolument faire un format scope parce que pour lui c'est très important d'avoir un film qui se regarde au cinéma. Et c'est hyper intéressant, ce n'est pas un film de commande, ce n'est pas un film de plateforme qui aurait pu se retrouver en cinéma comme on peut avoir à certains moments. Non, c'est une vraie comédie qui mérite d'être au cinéma, c'est une comédie qui mérite d'être vue. Le personnage de Laura Felpin, par exemple, peut parfois être très 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 surfait. C'est clairement le personnage qu'elle a dans le sketch où elle va se confesser avec Jérémy Ferrari. C'est un peu près ce perso-là, avec des éléments en plus quand même, hein, un peu plus intéressants. Et en fait, elle est en surjeu tout le temps. Mais en fait, ça marche parce que Ferrari, il croit quand il la filme, il y croit quand il la met en valeur avec son scénario, avec son texte. Il a vraiment écrit un texte qui correspond à Felpin en fait, et ça rend trop bien. Vraiment, Laura Felpin, elle est super alors qu'elle est dans le surjeu. Ça peut être chiant, vraiment. Au début, je me suis dit, waouh, waouh, on va loin là quand même. Mais non, parce que tout est en surjeu, parce que ça passe bien dans comment c'est raconté, parce qu'elle a un perso qui a une intrigue et son arc scénaristique se ferme d'une façon qui fait qu'en fait, bah non, c'est très très bien. Laura Felpin est super et c'est exactement pareil pour Eric Judor. Il peut avoir un perso hyper cliché, hyper surfait, mais en fait, quand on arrive à un moment de climax assez fort dans le film, bah, en fait il a un vrai rôle hyper intéressant qui est extrêmement bien écrit pour Eric Judor, et c'est ce qu'il nous a dit. De base il n'avait pas écrit le rôle avec Eric Judor. Eric Judor lui a dit je suis pas trop fan de la fin, il disait qu'en gros à la fin ça allait pas assez loin, qu'il trouvait que c'était un peu plat, mais que Jérémy ne devait pas modifier le scénario, que c'était très bien comme ça, que c'était surtout lui par rapport à son perso. Et fin de compte, Jérémy l'a refait, l'a réécrit
avec cette idée que c'est Éric Judor qui va le jouer et ça se sent qu'il a écrit pour ses acteurs, ça se sent que le mec a super bien écrit. Il devait pas réaliser ce film, ça devait être une co-réalisation avec un réalisateur qui fait généralement du cinéma d'horreur, j'ai plus son nom, ou en tout cas du cinéma de genre, avec qui Ferrari a déjà tourné un film de genre il y a quelques temps. Et en fait, ça devait être lui qui réalise le film. Et en fait, il lui a dit non, Ferrari, il lui a dit non, Jérémy Ferrari, c'est ton film, c'est à toi de le réaliser, c'est ton envie. Et c'est très bien. Mais je ne comprends juste pas la com. Vraiment, la bande-annonce c'est pas bien. Le nom est pas bien. L'affiche est pas bien. Mais ça, bon, qui suis-je pour juger? Alors, l'affiche, pour le coup, j'ai fait des études de graphisme, donc je peux le dire. Mais j'ai du mal à croire que ça va marcher. Et c'est le seul truc en fait qui me fait peur sur ce film, c'est que j'ai du mal à croire que ça va marcher. Tellement tellement je trouve la com assez secondaire et c'est dommage parce que ça mérite de percer, ça mérite d'être vu, par les gens et j'espère que le nom Ferrari, le nom Felpin, le nom, Éric Judor permettra de faire vendre le film plus que cette affiche et ce titre qui est, je trouve, pas très, très bien. C'est le 11 mars au cinéma, donc moi je vous invite à aller le voir, c'est dans 2 semaines. Vraiment, foncez le voir dès qu'il est au cinéma. C'est important de le voir au cinéma, c'est principalement ce qui a été mis en avant pendant cette avant-première et vraiment avant-première de très très bonne qualité. On va parler du coup du deuxième film que j'ai pu voir, que j'ai découvert cet après-midi, ce dimanche après-midi, c'est Jumpers de Daniel Chong. J'ai besoin de votre aide. Je suis en plein milieu d'un cours de sciences. Un cours auquel tu es inscrite d'ailleurs. Salut mes belles. Viens avec moi. Les méthodes traditionnelles pour comprendre les animaux n'ont pas fonctionné. Mais nous avons réussi, Mabel. Nous avons créé une technologie révolutionnaire qui nous donne un accès sans précédent au monde animal. On l'a appelé Jumpers. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. C'est le nouveau Pixar, c'est le nouveau Disney Pixar. C'est un film qui parle d'écologie, principalement. Hein. C'est là où on doit directement rentrer dedans. C'est un film qui parle d'écologie. C'est un film qu'on pourra comparer au Robot Sauvage. On va le faire un bon moment parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. C'est une fille qui grandit avec sa grand-mère principalement, qui a une grosse attache avec sa grand-mère. Et sa grand-mère lui montre ce qu'est la nature, ce qu'est les animaux, lui montre un étendu d'eau, un étendu de nature qu'elle essaye de préserver et qu'elle demande à sa petite fille de préserver. Sa petite fille grandit, la grand-mère décède et il se retrouve là où il y a une autoroute qui est construite, ce qui se passe malheureusement dans la vraie vie. Et elle ne comprend pas, elle veut réhabiliter cet endroit aux animaux, elle va voir une scientifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait tout ça pour arriver à un bon moment où elle se rend compte que la scientifique de son école, donc cette professeure de sciences de son école avec qui elle a discuté juste avant, a un laboratoire où elle fait des expériences, où quand on met un casque, on se retrouve dans un robot qui ressemble à un animal et on peut le contrôler, on peut avancer, enfin bref, on peut vivre dans cet animal-là qui est un robot et discuter avec les animaux. Discuter avec les animaux, c'est très important. Et elle le fait, alors qu'elle ne devrait pas le faire, et ensuite elle va avec les animaux et voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Elle va essayer de sauver cette parcelle de terre et essayer d'annuler cet énorme projet qui est clairement nocif pour l'écosystème, en devenant un animal elle-même. Et c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un film qui est hyper doux, comme chaque Pixar, c'est un film qui est hyper politique, comme beaucoup de Pixar aussi. C'est un film qui est très très joli. Je dois vraiment vous parler du chara-design des personnages et des animaux parce que les chara-design des personnages, je n'en peux plus. C'est toujours les mêmes chez Pixar depuis 20 ans. Je commence à en avoir marre des chara-design des persos et j'espère qu'un jour ça va changer parce que on se rapproche même d'un truc conventionnel qui est un peu casse-couille. Par contre, le chara-design des animaux est extrêmement joli. Le détail des poils, le détail, il y a tout un détail où quand on est avec cette fille en tant qu'animal, on voit les animaux parler, on les voit visuellement différents de quand on est avec cette petite fille, avec cette fille qui est une fille, qui est un humain. Et en fait, le chara-design des animaux va changer suivant la perspective de vision de l'être humain qu'on suit. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu compliqué et c'est peut-être la chose que je reprocherais le plus au film, c'est qu'il part un peu dans tous les sens. C'est pas que c'est compliqué, hein, ça reste un Disney Pixar, mais c'est un film d'animation qui peut partir dans tous les sens à certains moments,
Là où certains Pixar, où Elio par exemple était très bien ficelé de A à Z, on n'avait pas on n'avait pas de gras. Là dans ce film, je trouve qu'il y a un peu de gras à certains moments. On n'est pas obligé que ça parte autant en couille. On n'est pas obligé de partir sur des choses aussi fortes. Ce qui est bien, c'est que toujours avec Pixar, ça cite des trucs, ça cite des films. Je suis quasi sûr que ça cite Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock à un bout d'un moment, ou en tout cas ça le veut. J'aurais même aimé que ça le cite un peu plus, et ça aurait été vraiment, vraiment très chouette. Mais ouais, non, c'est pour moi le seul problème du film, c'est qu'il y a un peu trop de gras, il y a un peu trop de choses, alors que un truc beaucoup plus linéaire, enfin linéaire ça lié, mais quelque chose de beaucoup plus étiré, facile dans la compréhension, dans le déroulé, aurait été beaucoup plus intéressant. Pas que c'est pas compliqué, pas que c'est compliqué à comprendre, hein, c'est pas ce que je vous dis, c'est juste qu'il y a trop d'éléments. À un bout d'un moment, il y a trop d'éléments et je suis en mode stop, stop, ça y est, j'ai pas besoin d'avoir autant d'éléments. C'est déjà super ce que vous me racontez, hein, vraiment. Et pourquoi je le compare au Robot Sauvage? Parce que c'est impossible de ne pas le comparer à Robot Sauvage. C'est un film qui parle d'écologie, où on va avoir un incendie, où on va suivre des animaux qui essayent de se protéger contre le vilain empereur, enfin le vilain humain qui veut prendre les terres. Alors même si c'est pas vraiment ça dans le Robot Sauvage, mais il y a cette DA d'animaux qui combat les humains, ou une force plus forte qu'eux, techniquement parlant, enfin euh, mentalement plus fort qu'eux, on va dire ça comme ça. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans le Robot Sauvage et qu'on retrouve clairement dans Jumpers. Jumpers n'arrive pas ici 2-3 ans après le Robot Sauvage comme ça. Il se retrouve ici parce que les gens de Pixar ont vu le Robot Sauvage et que ça se ressemble sur plein de points. Maintenant, est-ce que c'est négatif? Non. En vrai, Jumpers est très cool à lui tout seul. C'est un très bon film d'animation. C'est pas le meilleur Pixar que j'ai pu voir dernièrement, mais j'ai passé un excellent moment. C'est sûr que pour moi, par exemple, Elio est beaucoup plus intéressant, mais comme je vous ai dit, ça reste un excellent moment et Jumper est vraiment intéressant pour ce qu'il raconte. Pour le message écologique, pour le message politique. C'est à cet âge-là, hein, c'est à l'âge de l'enfance, parce que c'est quand même un film qui est voué à être vu par un public plus jeune, même si ma salle était plutôt remplie de personnes adultes. C'est un film qui se veut être vu par des enfants, et c'est très important de parler d'écologie à l'âge-là, surtout dans le monde dans lequel on vit, parler de la protection des animaux, parler de l'écologie, parler des incendies. Alors ça se sent qu'il y a eu des incendies à Hollywood il n'y a pas très longtemps, parce que vraiment on le retrouve dans plein de films, Arco, Jumpers, le Robot Sauvage, vraiment j'ai l'impression de le voir partout, ces incendies. Mais là, de la façon dont c'est fait, de la façon dont c'est amené, c'est très très intéressant. Moi j'aime bien vraiment ce que j'aime le plus dans ce film, c'est ce côté original. La base du film est un peu plus originale. Là, le Robot Sauvage, c'est quand même une base assez classique où on comprend facilement les enjeux, le problème et tout ce qui va arriver. Jumpers se veut avoir une base un tout petit peu plus compliquée, avec un peu de SF. En vrai, un peu d'espèce de science-fiction dans ce film. Donc c'est peut-être ça aussi qui est le plus intéressant dans Jumpers, c'est comment mélanger la science-fiction avec le message écologique. Science-fiction surtout dans le déroulé, dans le principe, dans la base du film, qui est ce dédoublement de personnalité, enfin ce dédoublement dans un corps d'animaux, qui est quand même une technologie qui est plutôt intéressante dans le film et qui est plutôt bien abordée. Petit clin d'œil même sur la fin à Lao, si je me trompe pas. Il y a un petit clin d'œil à Lao sur la fin, hein, ce fameux univers connecté de Pixar que j'aime tant analyser. Mais voilà, non, Jumper, c'était vraiment très très chouette, un très bon Pixar que je vous invite à voir dès mercredi en salle. Je vous l'ai pas mis dans les sorties de la semaine dont on va parler dans quelques minutes, mais vraiment allez voir Jumpers le 4 mars quand ça sort, donc ce mercredi. C'est vraiment un très très bon Pixar. J'espère que ça va marcher, que ça va pas faire un flop, parce que je crois que malheureusement Elio a pas très 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 bien marché. Là, j'espère que Jumpers avec des animaux comme ça marche un peu mieux. C'est tout pour Jumpers, et on va en profiter du coup pour parler des sorties de la semaine, parce qu'en plus de Jumpers, on va aussi avoir 3 grosses autres sorties cette semaine. En ce 4 mars, on aura The Bride de Maggie Gyllenhaal. The Bride, c'est sur la femme de Frankenstein. J'ai très très hâte. Il y a la fameuse actrice d'Hamnet, Jessie Buckley, qui joue dans The Bride, avec Christian Bale si je me trompe pas. C'est donc du coup la sœur de Jack Gyllenhaal qui réalise. Maggie Gyllenhaal qui a déjà réalisé des films si je me trompe pas, mais j'ai très hâte. J'ai rien vu d'elle en tout cas, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce film. J'espère qu'il sera diffusé dans mon cinéma pour que je puisse vous en parler dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain. On aura aussi La Maison des Femmes de Mélissa Godet, nouveau film français qui
a de super retours. Là, c'est la beauté du cinéma français, le film social par excellence, mais qui a l'air d'être vraiment très très bien. Pareil, je vais essayer de le voir. Je sais qu'il est diffusé en avant-première mardi soir. Si j'ai le courage, j'irai le voir en avant-première, ce qui change pas grand-chose parce qu'il sort le lendemain, mais c'est si au cas où il le diffuse pas. Mais ça, c'est quasi sûr, la Maison des Femmes, que je vous en parlerai dès la semaine prochaine. J'ai très hâte de découvrir ça. Il y a Karine Viard, j'adore Karine Viard, donc c'est principalement une des raisons de pourquoi j'ai hâte de voir le film. Et le troisième film, c'est aussi un film français. C'est un film qui a remporté des choses, je crois, au festival des Alpes d'Huez, un festival de comédie. C'est Alter Ego de Nicolas Charlet et de Bruno Lavenne. J'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de voir ça. C'est avec Laurent Lafitte qui joue un double personnage. C'est un peu le thème en ce moment, les doubles persos, Mickey 17, Sinners. J'ai l'impression qu'il y a des doubles persos partout, et de voir ici Alter Ego, histoire de voisinage, si je me trompe pas, ça me donne très envie. C'est vraiment une très bonne comédie. Donc moi personnellement, je foncerai clairement sur ces films-là dès mercredi, en espérant que tous les films soient diffusés, en espérant que la semaine prochaine, je pourrai aussi vous parler enfin du fameux film de Park Chan-wook. J'ai carrément perdu le nom tellement que je dois le voir depuis longtemps. Aucun autre choix. J'ai retrouvé le nom. J'espère pouvoir le voir la semaine prochaine au cinéma, parce que j'attends toujours de le voir au cinéma pour kiffer. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit podcast. On se retrouve tous les dimanches soirs, du coup, j'ai changé la date, c'est ce que je vous disais en préambule de cette émission. J'ai changé la date, j'ai mis décaler ça au dimanche soir. Je trouve ça plus intéressant, c'est plus facile pour moi pour faire la promo. Je le sors immédiatement dès que j'ai terminé de l'enregistrer, et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, je vous remercie pour les écoutes, je vous remercie pour vos retours sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur YouTube pour la version vidéo. Il y a aussi une version audio pour YouTube Premium, pour YouTube Music si vous utilisez YouTube Music. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour vos retours. N'hésitez pas à aller aussi sur les critiques d'Enzo, le TikTok, pour voir les dernières vidéos, comme d'habitude, des petites vidéos où on parle de Steelbook, où on parle des films que je viens de voir en quelques minutes avant ce gros podcast. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.